Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. 2025 sera une année faste pour la production de logements publics. De nombreux projets vont être finalisés, mis en vente ou en location. Et c'est une bonne nouvelle puisque Bruxelles manque cruellement de logements abordables ou à finalité sociale. Mais un constat s'impose, les faire sortir de terre reste très compliqué. Comment l'expliquer? C'est une des questions que l'on va poser ce soir à nos invités. Voilà, des invités qui entrent sur notre plateau et que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Anne Mouzimou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale du Fonds du logement. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Martin Rosenfeld, bonsoir. Vous êtes chargé de projet à Inter-Environnement Bruxelles. Alors, Anne Mouzimou, première question pour vous. Je le disais, beaucoup de logements publics vont sortir de terre, sont en voie de finalisation. Ce sera le cas aussi pour le Fonds du logement. Est-ce que c'est de nature, ça, à combler le retard en matière de logement public en région bruxelloise? Alors combler, non. Alors ça va aider à fournir des logements publics et donc à des prix abordables pour les ménages, que ce soit en termes de location ou en termes d'acquisition. Mais ça ne suffira pas, évidemment. Donc ici, on a produit jusqu'à présent, depuis l'initiation du plan régional logement, plus de 1300 logements. Donc le fonds, alors, le fonds du logement. Le fonds du logement a construit et réceptionné plus de 1300 logements. Donc il y a une part, évidemment, dans le cadre du plan régional logement où c'était purement des logements locatifs, donc à loyer modéré. Donc on avait reçu une demande de construire 500 logements. Et dans le cadre du programme Alliance Habitat, où là c'est purement du logement acquisitif, c'était 1000 logements que l'on devait construire. Donc on a encore, à ce stade-ci, plus que 566 logements en cours de construction. Une partie du plan logement encore. On termine finalement ce plan logement au niveau du fonds. Et l'autre partie, c'est l'Alliance Habitat, où le plus gros projet, c'est le quartier Trèfle sur Anderlecht, 461 logements qui se répartissent en 3 îlots. Ouais. Et par rapport à ça, vous le disiez, ça va combler en partie. Vous n'arrivez pas, vous, à faire face à la demande au fonds du logement par rapport au logement, qu'il soit locatif ou acquisitif? Non, parce que malgré qu'on a un patrimoine maintenant de 1605 logements locatifs, on voit bien que pour l'instant, notre registre des candidats locataires ne fait qu'augmenter. Donc on est maintenant à plus de 4000 demandes de location au sein du fonds du logement et on ne sera pas comblé cette demande, puisque pour l'instant, on a un taux d'occupation record de 98% de notre parc. Donc, c'est vraiment la rodation normale, les gens qui partent, qui rentrent, et donc on ne sera pas. À un moment donné, on va se retrouver avec ce registre qui ne fera qu'augmenter, parce qu'on, pour l'instant, on n'a pas d'autres programmes prévus, en tout cas en termes de location, en cours. Donc voilà. Donc, vous êtes inquiète pour l'avenir aujourd'hui? Pour le logement locatif, oui, public, ça c'est sûr. Il y en manque. On voit bien le nombre de listes d'attente qui ne fait que grandir. On est à plus de 50 000 personnes en attente d'un logement locatif sur Bruxelles. Et quand on sait qu'ils doivent attendre jusqu'à quasi 22 ans pour avoir un logement, ben, voilà, c'est clair que c'est vraiment un besoin criant. Oui. Alors Martin Rosenfeld, même constat pour vous, j'imagine. On voit ce plan régional logement qui a vu le jour en 2004. L'objectif, c'était 5000 logements. Il y en a plus de 3000 réceptionnés. Vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite, que c'est trop compliqué à mettre en œuvre? En tout cas, il y a une crise du logement abordable qui est évidente à Bruxelles. Ça devient très compliqué de trouver un logement à un prix décent. Et donc, la difficulté, c'est que de plus en plus de ménages dépensent une partie conséquente de leurs revenus uniquement pour se loger. Ça les met dans des situations très précaires. Et donc, il y a plusieurs manières de répondre à cette situation. Mais d'après nous, la manière la plus intéressante, la plus efficace, c'est de produire du logement public. Et malheureusement, cette production de logement public est très, très lente. Et il y a effectivement aujourd'hui plus près de 60 000 personnes que de 50 000 sur cette liste d'attente d'un logement social. C'est donc vraiment une situation, un symptôme d'une situation très très compliquée pour un grand nombre de ménages. Mais alors comment ça se fait, vous qui êtes au cœur du système, comment ça se fait que la gestation de ces projets et leur concrétisation est si compliquée? C'est multifactoriel? C'est multifactoriel. D'une part, il faut d'abord trouver le foncier. Ça, c'est une première chose. Donc les terrains. Les terrains. Donc on sait très bien que sur Bruxelles, il n'y a plus grand chose comme terrain de disponible. Ça, c'est une première chose. Puis une seconde chose, il faut
monter son projet, il faut obtenir les permis d'urbanisme. La durée pour obtenir un permis d'urbanisme est important. Je donne un exemple, c'est parlant. Quartier Trèfle, on a acquis le terrain en 2014 et les premières réceptions du premier lot finalement du quartier Trèfle vont débuter cette année. Donc ça vous donne une idée, c'est presque 11 ans entre le moment où on se dit on achète le terrain et au moment où enfin les logements sortent de terre. Donc voilà, c'est parlant. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, au moment qu'on nous a confié le programme Alliance Habitat, on s'était dit, oulala, avec toutes ces procédures qui traînent, il vaut peut-être mieux aussi essayer d'acquérir sur le marché privé. Donc c'est comme ça qu'on a fait un appel à des logements sur le marché privé. Donc c'était auprès de promoteurs. Et comme ça permettait d'avoir des logements clés sous porte. On a acquis 417 logements de cette manière, donc une part 20 logements pour la partie locatif et le reste au niveau de l'Alliance Habitat. Et ça a permis évidemment de diminuer très fortement la durée de construction des logements, puisque le permis avait déjà été octroyé, donc ça permettait de rapidement les livrer. Alors on viendra dans un instant sur l'avantage du clé sur porte, mais son désavantage également. Mais un mot pour vous, Martin Rosenfeld, c'est vrai que je le disais dans l'introduction, il y a de nombreux logements publics qui vont être réceptionnés. C'est le cas pour le Fonds du logement, c'est le cas aussi pour la Société du logement de la région bruxelloise, des logements sociaux donc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble un bon signe? Ça vous rassure ou pas? Oui et non, c'est-à-dire que c'est évidemment une très bonne nouvelle, on s'en réjouit, mais ce qu'il faut rappeler, et vous l'avez fait en partie, c'est qu'on parle ici de logements qui ont été commandés en 2004 et puis en 2013, donc ils sont déjà des demandes très anciennes qui ont été très longs à réaliser, donc c'est quand même des temps conséquents. Il y a des nombreux problèmes qui sont rencontrés, notamment une forte opposition dans certaines communes à l'arrivée de logements publics et de logements sociaux. Et puis, voilà, vous l'avez très bien dit, c'est des procédures assez longues entre le moment où on cherche un terrain, on achète, on demande le permis. Et donc, c'est des politiques qui doivent être constantes dans le temps. Et notre crainte, c'est que s'il y a eu un coup d'accélérateur ces dernières années, c'est ce qui explique qu'on va avoir beaucoup de réceptions dans les années à venir. Les échos qu'on a maintenant de ce qui pourrait se jouer sur la prochaine législature ne sont pas forcément aussi encourageants. Et donc, maintenant qu'on a une machine qui fonctionne bien, il faut continuer sur la même dynamique et surtout pas arrêter ce qui est en train de se mettre en œuvre, puisque c'est assez long de lancer cette dynamique d'acquisition et de construction de logements publics. Oui, alors est-ce que aujourd'hui, vous pourrez continuer cette dynamique? Parce que vous le disiez, les projets que vous allez réceptionner, et après, qu'en est-il des autres projets? Est-ce qu'il y en a dans vos cartons ou pas? Malheureusement, non. Donc, nous avons reçu la mission pour le plan logement, en tout cas au niveau locatif, et Alliance Habitat pour l'acquisitif. Mais à ce jour, le fonds ne s'est pas vu confier d'autres programmes de construction de logements par la région. Donc, effectivement, nous, dans ce cadre-là, de cette formation de gouvernement, on plaide évidemment pour qu'on maintienne des finances là où il le faut. Mais il faut être inventif et essayer de produire du logement, mais en ayant en tête que, comme on dit, les caisses de la région sont plutôt vides. Et donc, il faudra essayer d'être inventif pour que ce soit le moins coûteux pour la région. Ça, il faudra être clair avec ça. Alors, vous parliez il y a un instant du quartier des Trèfles. C'est donc tout un projet de développement du Fonds du logement à Anderlecht. On avait réalisé un reportage en 2022 au début de la construction de ces différents complexes. Je vous propose de revoir un extrait de ce reportage. À la place de ces grands terrains vagues, 466 nouveaux logements vont voir le jour. Ils seront répartis sur 3 îlots distincts pour une surface de terrain totale de 2,6 hectares. Le tout formant le nouveau quartier des Trèfles qui a pour mission de favoriser l'accès au logement pour tous. Ils seront proposés aux ménages qui rentrent dans les conditions d'accès du Fonds du logement, à savoir les ménages à revenus faibles, moyens et modestes. Et comme ces logements vont être construits dans le cadre du programme de l'Alliance Habitat, les ménages pourront aussi différer une partie du prix de vente jusqu'à 30% du prix et donc pourront rembourser sur une plus longue durée.
En plus des logements, on pourra y trouver une crèche, 3 espaces communs de rencontres, des commerces, un salon lavoir et des locaux pour professions libérales, le tout en portant une attention à la biodiversité et à l'écologie. On a voulu insister sur la mobilité douce dans le projet. On a voulu insister aussi sur la maximisation des espaces verts, la gestion de l'eau, de l'eau de pluie avec un rejet minimum des eaux de pluie à l'égout. Également la création d'intérieurs d'îlots qui seront végétalisés avec des espaces collectifs et des toitures vertes. Salué par certains, ce projet manque toutefois de mixité pour d'autres, considérant qu'à terme, trop de logements à caractère social seront centralisés dans une seule et même commune. Voilà, c'était donc un reportage de 2021 et pas de 2022. Là, maintenant, on y est, en fait. Ces logements, les premiers vont être mis en vente. Oui. Donc, le premier projet, c'est Aqua, qu'on a surnommé Aqua. C'est 156 logements. Donc, ça va du studio à 4 chambres. Et donc, ils vont être réceptionnés encore au mois de dans les septembre. Jours qui viennent, oui, c'est ça. Ouais. Mais les ventes ont déjà commencé. Les ventes viennent de commencer. Ouais. Et ça, c'est votre dernier gros projet. Donc, oui. Ouais. Alors, vous parliez d'être inventif. Ça veut dire quoi, être inventif pour créer du logement à l'avenir, selon vous ? Eh bien, ici, justement, c'est un bel exemple au niveau de l'Alliance Habitat. Il faut savoir que pour construire ces 1000 logements, le Fonds du logement avait bénéficié d'un subside, et d'ailleurs d'une première, parce que généralement, c'était nous, on se finance sur les marchés privés pour nos constructions. Et donc, ici, on avait reçu un subside de 50 millions. Et on s'était dit, oh là là, avec ce subside, en tenant compte des coûts de construction, ça ne suffira pas pour aider l'ensemble des ménages. Donc, on s'était dit, on va utiliser ces subsides de manière tout à fait inventive. Et c'est ce qu'on appelle le prix différé dont on a parlé tout à l'heure. C'était de se dire, voilà, on regarde en fonction de la situation des ménages, est-ce qu'ils sont dans la capacité de se financer au moyen d'un crédit. Si cette capacité n'est pas suffisante, eh bien on leur permet de différer une partie du prix de vente qu'ils devront rembourser quand ils le veulent, ou à tout le moins au moment où ils vendent leur logement ou en cas de décès. Et donc, ça permet quand même d'ouvrir la porte à des ménages qui n'auraient pas pu se financer et acquérir ces logements, de bénéficier de cette aide. Un coup de pouce, quoi. Et ça leur permet donc à plus de gens qui sont dans des situations précaires de passer par l'acquisitif, et c'est une solution qui est plus pérenne, évidemment, que de la location. Oui, alors on a parlé tout à l'heure du clé sur porte. La SLRB, la Société du logement de la région bruxelloise, a aussi acheté des bâtiments clé sur porte. Ça permet d'avoir très rapidement, finalement, plus rapidement, des logements. Est-ce que vous avez un regard critique sur ces opérations clé sur porte ou pas ? Donc, c'est des opérations qui ont l'avantage d'être très rapides, donc de pouvoir rentrer dans les quotas, mais qui sont quand même assez coûteuses. Et c'est de l'argent public qui file directement vers des promoteurs immobiliers privés. Et donc, voilà, nous, on a plutôt tendance à encourager les initiatives portées en interne, comme le fait le Fonds du logement ou comme le fait la SLRB. Ça nous semble des initiatives plus pérennes, surtout quand il est possible d'utiliser du foncier public. Et donc, quand on achète du clé sur porte aussi, bien souvent, on achète un terrain privé qui a été construit par un promoteur privé, donc les coûts sont doubles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une telle pression sur le foncier à Bruxelles que le prix du terrain est vraiment devenu un enjeu considérable. Et donc, voilà, un des gros désavantages du clé sur porte, c'est qu'on paye à la fois la brique et le sol, alors que quand on construit sur des terrains qui sont déjà publics, on peut s'économiser cette partie-là. Et pour nous, cette question de l'enjeu du foncier, de qu'est-ce qu'on fait du foncier et de surtout maintenir le foncier dans le giron public nous semble essentiel. Il y a beaucoup de terrains de la région qui ont été cédés à la promotion immobilière privée. Et aujourd'hui, on arrive un peu à la limite de ce qu'on peut faire. Les terrains sont rares, sont très chers. Ça veut dire aussi qu'on hypothèque les possibilités futures pour la région de construire même du logement public. Et si on doit racheter ces terrains au prix du marché, c'est extrêmement coûteux. Oui, alors Anne Mouzimou, ça coûte vraiment plus cher pour vous quand vous achetez du clé sur porte ? En fait, la réalité, quand on achète en clé sur porte, le problème, c'est qu'on n'a pas la maîtrise des surfaces. Et donc, souvent, on se retrouve avec des logements avec des surfaces beaucoup plus importantes et donc, par définition, qui peuvent être plus onéreux. Mais la différence, c'est que, attention, par exemple, quand on achète un logement du Fonds du logement, vous devez ad vitam aeternam le revendre à des gens qui sont dans les conditions du Fonds de logement. Donc, ce n'est pas limité, par exemple, sur certains opérateurs où c'est limité à 20 ans. Non, nous, donc c'est ad vitam. CityDev, CityDev, c'est 20 ans, on ne peut pas le revendre avant 20 ans. Chez nous, c'est ad vitam aeternam. Vous devez, en tout moment, être dans les conditions
des crédits du fonds. Donc ça permet quand même de garder ces logements dans le giron public. Donc c'est toujours pour des personnes qui sont et qui ont besoin justement d'une intervention publique. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, ça c'est certain. Puis évidemment, il y a des conditions restrictives. Si vous vendez dans les 10 ans, vous avez une indemnité dégressive sur les éventuelles plus-values et vous devez occuper votre logement. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Donc je pense que ça répond quand même à cette inquiétude que vous avez, mais je la comprends. Hein, oui. mais... Et puis il y a de multiples opérateurs publics, Oui, on a parlé de CityDev, où des logements, même s'il y a une durée de 20 ans, repartent complètement libres sur le marché. Et ça, vous avez l'impression, par rapport à ce système-là de CityDev, où effectivement on achète, c'est pour du logement moyen, il y a aussi certaines conditions qui sont imposées, mais on ne peut pas le revendre avant 20 ans. Vous pensez qu'il faudrait être plus coercitif pour garder ces logements dans le giron public ? En fait, nous, on a vraiment l'impression que le foncier est devenu trop rare pour que du foncier public puisse basculer vers le privé. Et que donc, il faudrait inventer des mécanismes ou reprendre des mécanismes qui existent déjà pour que le foncier reste toujours du foncier public. Et de plus en plus, on parle d'un système de démembrement entre le sol et la brique, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, de vendre les briques d'un logement, qu'on pourrait devenir acquéreur, on peut les revendre après un certain temps, mais le terrain reste la propriété des pouvoirs publics. Et donc, les pouvoirs publics peuvent continuer à imposer une série de conditions au moment de la revente du logement qui se trouve sur ce terrain. Et ça a beaucoup d'avantages, parce qu'on peut limiter les plus-values ou capter une partie de ces plus-values et donc faire en sorte que les prix n'augmentent pas trop rapidement. Oui, ça, ce sont des dispositifs futurs qu'on pourrait plus régulièrement mettre en œuvre. Ah, on a déjà mis pas mal de projets comme ça en droit démembré. Donc le fonds a déjà initié ça depuis de nombreuses années. En fait, ça aussi, l'intérêt, c'est finalement diminuer le coût les prix d'acquisition. Parce que du coup, vous immobilisez le terrain, donc vous ne devez pas payer le terrain, vous payez que les briques. Donc déjà, pour les acquéreurs, ça a un intérêt. Ça permet de rendre des logements finalement abordables à des publics comme ça, défavorisés. Donc ça, c'est important. Effectivement, ça permet de garder le foncier dans le giron du public. Ça a aussi son intérêt, parce que bon, on sait bien que le foncier est rare, donc il vaut mieux le garder. Et donc ça a réellement un intérêt. Donc on a fait déjà beaucoup d'opérations de ce style. Je vais vous donner un exemple. Au niveau Molenbeek, on avait construit justement ce qu'on appelle le projet Requête-le-Maire. C'était 55 logements. Et là, c'est un projet intéressant parce que on s'était dit, mais finalement, ceux qui achètent grâce à un crédit du fonds, il y a plus de 80 personnes qui sont finalement dans les barèmes du logement social. Et on s'était dit, pourquoi pas, plutôt que les gens attendent sur un registre, leur proposer de passer vers l'acquisitif. Et c'est ça qu'on a travaillé avec des candidats locataires sur notre registre et on les a emmenés à acquérir un droit démembré au niveau de Requête-le-Maire. Et ça a quand même permis à 55 ménages qui étaient sur notre registre de candidats devenir propriétaires. Donc voilà, ça, ce sont des projets qu'on a déjà amenés. On a déjà mené des projets avec le Community Land Trust. Donc c'est tous des projets qu'on mène. Une question sur la localisation de ces logements publics. On voit qu'il y a certaines communes où il y en a vraiment beaucoup. On parlait d'Anderlecht, on peut parler de Molenbeek. Et puis il y en a d'autres où il n'y en a pas du tout. On prend par exemple les projets dans certaines communes comme Aulus et Saint-Pierre. Il n'y a pas eu de projet de logement public. C'est vraiment un souci, ça, que vous avez dans certaines communes. C'est compliqué de faire des projets, voire impossible. Alors, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que déjà, le prix du terrain est nettement plus important. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut dire, appeler un chat, il y a évidemment une opposition. Quand vous prenez dans des communes comme Aulus, par exemple, vous avez des oppositions parce qu'on se dit, c'est l'effet NIMBY qu'on appelle, pas derrière chez moi. Et donc, il y a aussi cette croyance que par définition, les gens qui sont dans le logement social, ce sont des personnes qui vont créer des problèmes, où il va y avoir de la sécurité, etc. Donc il y a cette croyance-là qui fait aussi qu'il y a des oppositions réelles sur des projets immobiliers. Mais parce qu'on s'imagine que quand on construit maintenant du logement social, c'est des grosses tours, alors qu'on n'est plus du tout dans ce genre de modèle. On essaye que le bâti puisse s'intégrer dans le bâti existant.
Donc voilà, on est loin de... Et pour vous, il faudrait mettre des mécanismes en œuvre qui, finalement, feraient en sorte qu'on puisse construire ce type de logement public beaucoup plus facilement dans toutes les communes, même celles qui renaclent aujourd'hui? Oui, complètement. Mais donc, la réalité, c'est que sur les 12 000 logements publics qui ont été construits dans ces deux plans, il y a quasiment la moitié qui sont situés à Mille-Bruxelles et à Anderlecht. Mais donc, ça veut dire aller concentrer dans des communes qui sont déjà des communes assez pauvres, un public précarisé. Et donc, ça pose une série de questions. On parle beaucoup de mixité sociale, de comment les projets de CityDev vont ramener la mixité. Mais en fait, on amène toujours des populations aisées dans les quartiers populaires et beaucoup moins des personnes précarisées dans les beaux quartiers de Bruxelles. Et donc, il faut qu'on puisse combattre ça. Il y a eu plusieurs mécanismes qui ont été tentés. Il n'y a rien qui a vraiment porté ses fruits jusqu'ici parce qu'il y a une opposition politique très, très forte. Et du coup, un des mécanismes qui a été imaginé, qui devait passer sous la précédente législature et puis qui est resté un peu en panne dans le processus légistique, c'était un mécanisme qui imposait dans tous les grands projets immobiliers privés, donc tous les projets de plus de 5 000 m², la construction de 25% de logements publics. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que là où la promotion immobilière privée va construire, il y aura une part réservée au logement public et donc partout dans Bruxelles cette fois-ci. Oui. Donc c'était une manière intéressante de vraiment imposer des logements partout dans la ville. Ah ouais, vous seriez demandeur d'une solution comme celle-là dans tous les projets, pour autant qu'ils dépassent X milliers de mètres carrés? Oui, je pense que c'était aussi le système des charges d'urbanisme. C'était le principe aussi, qui était de dire que la personne, plutôt que de payer une somme à la commune, pouvait faire une partie de ses productions qui étaient pour du logement public. Donc oui, bien sûr que c'est intéressant. Mais c'est en fait, nous, ce qu'on a finalement fait dans le cadre du développement de notre parc locatif, c'était justement de ne pas faire que du locatif. À chaque fois, en même temps qu'on a fait le plan logement, on a construit également des logements acquisitifs pour justement toujours conserver ce système de mixité, parce que ça, c'est vraiment le leitmotiv finalement de notre aide, c'est que l'ensemble de notre patrimoine, il est un peu dispersé dans l'ensemble des communes bruxelloises. Et on ne peut pas dire quand on passe, c'est du logement public, quoi. C'est des maisons, encore des anciennes maisons de maîtres, oui. l'ancienne maison bruxelloise, tout à fait. Alors c'est son charme. C'est aussi sa complexité en termes de rénovation. On imagine. Alors, une question encore pour vous, parce que vous parliez du prix du foncier. La région garde encore des réserves foncières, elle a ses friches. Alors, il y a une opposition pour l'instant entre ceux qui disent qu'il faut y construire du logement et d'autres qui disent mais non, il faut conserver ces îlots naturels. Quelle est votre position? Quelle urgence doit prévaloir, selon vous? Donc c'est évidemment une question très complexe. Et nous, puisqu'on est représentant de tous les comités d'habitants bruxellois, il y a des enjeux très différents. Dans les quartiers populaires, on est vraiment en besoin vital de logements bon marché. Et puis il y a des zones où les espaces verts doivent être absolument préservés. Et donc c'est des vrais enjeux, des vraies tensions, en ce compris au sein de notre organisation. Et donc, en tout cas, ce qui nous semble évident, c'est qu'on ne peut pas avoir une réponse univoque à cette question. Il faut faire une analyse fine au cas par cas sur chacun des projets. Les friches sont devenues extrêmement rares en région bruxelloise. Quand il y a de la nature, de la biodiversité qui a repoussé sur ces friches, il faut pouvoir la préserver. Mais on a aussi besoin de logements. Et donc ce qu'on dit, c'est, en tout cas sur les terrains publics, on ne peut construire que des logements publics. Et donc on ne peut plus céder ce foncier à des promoteurs immobiliers privés. Et il faut, dans une large mesure, préserver aussi la nature et la biodiversité sur ces espaces. Oui, et pour vous, alors, quand vous voyez ces friches, vous vous dites, là, l'urgence est telle qu'il faut y permettre d'y construire du logement, tant le besoin est grand? Le besoin est grand, mais je veux dire que je rejoins assez, à partir du moment où c'est un terrain à bâtir qui a été acquis pour y construire, il faut permettre de pouvoir y construire, sinon ça n'a pas de sens. Et donc, effectivement, il y a une demande énorme, mais il n'y a pas que... Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les terrains qui restent à bâtir et qui sont en friche. Il y a encore plein d'autres choses que l'on peut faire avec le bâti existant. Il y a des bureaux, des surfaces qui sont inoccupées, qu'on pourrait reconvertir en logements. Vous avez des bâtiments qu'on pourrait rajouter 1 ou 2 étages, qui ne sont pas encore, et qui s'intègrent totalement encore dans le bâti existant. Il y a énormément de solutions, mais il faut oser les envisager et pas se dire qu'il n'y a qu'une seule solution qui va régler le problème du logement à Bruxelles. Ouais.
Et Bah, ça, c'est à important. défendre et encourager le logement public surtout, et Ah pas, bah oui, pas oui, faire oui, de bien virement à ce stade-ci. Oui, en tout cas, c'est un débat qui n'est pas clos et qu'on aura sans doute, sans aucun doute, l'occasion de rouvrir ici sur ce plateau ou dans une autre de nos émissions. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. À bientôt, portez-vous bien.